Jazz Ergo est le podcast des étudiants en ergothérapie à l'Université de Montréal. Nous allons discuter avec des cliniciens, des chercheurs, des étudiants et des patients pour découvrir comment l'ergothérapie peut faire une différence dans la vie des gens. Merci! Donc, bonjour. Aujourd'hui, on est à ce deuxième épisode du podcast de Jason Ergo. Une fois de plus, on est avec Marion, Amélie et Lauriane pour continuer la discussion qu'on avait eue dans le premier épisode. Donc, dans le podcast aujourd'hui, nous allons un peu plus vous parler du programme d'ergothérapie à l'Université de Montréal. Puis, les étudiantes vont également vous raconter des différentes anecdotes de stage. C'est vraiment à ne pas manquer si tu vas prendre plus concrètement c'est quoi le programme d'ergothérapie et rire un peu avec les anecdotes de stage. Super. On reviendra sur les stages tantôt. Puis là, on va ensemble résumer un peu c'est quoi le programme d'ergothérapie à l'Université de Montréal. Pour que vous ayez tous une idée de ce en quoi consistent les études, que vous sachiez ce à quoi ça ressemble, si jamais ça intéresse certains d'entre vous. Donc, comme on avait dit, c'est un continuum bac-maîtrise. Donc, c'est un 4 ans et demi d'études au total. Ce qui est vraiment le fun en ergothérapie, c'est que il faut avoir une cote minimale, pas si élevée que ça, au bac, afin de passer à la maîtrise. Mais une fois que tu es accepté au bac et que tu as la cote minimale, l'entrée à la maîtrise est garantie. Donc, contrairement à des programmes comme la psychologie, une fois que tu es accepté au bac, tu as de très, très, très grandes chances de poursuivre et d'être diplômé. Ce n'est pas un grand stress là, de passer à la maîtrise. C'est aussi un programme qui se fait comme une graduation par année. Ce qu'on veut dire, c'est que pour passer à l'année suivante puis suivre le programme d'ergothérapie, il faut absolument avoir passé tous les cours de l'année précédente. Donc, toutes les cours se font comme en bloc. Tu peux pas modifier ton horaire, enlever des cours, choisir d'être à temps partiel. C'est plus contraignant que la plupart des autres programmes universitaires dans ce sens-là. Puis si je peux faire un petit témoignage, dans le fond, moi, malheureusement, ma première année que j'ai fait l'an passé, j'ai un cours que j'ai pas passé. Donc là, j'ai dû comme recommencer certains cours. Fait que si c'est quelque chose qui arrive, ben c'est bon à savoir que c'est quand même possible de pouvoir recommencer. Puis j'ai pas quand même tous mes cours à refaire. J'ai certains cours à faire, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Mais d'où le pourquoi j'aime l'ergo. Puis si j'aimais pas l'ergo, je pense pas que j'aurais fait ça. Là. Fait que voilà. De réintégrer dans le fond la nouvelle cohorte. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, c'est pas possible, comme disait Marie, de reprendre. Il y a pas de cours d'été ou c'est vraiment si tu passes pas un cours, malheureusement, tu vas devoir reprendre avec la cohorte suivante. Tout à fait. Et donc, les cours, il y a beaucoup de cours théoriques, il y a d'autres modalités d'apprentissage qu'on va aborder. Pour ce qui est des cours théoriques, il y a plusieurs cours, surtout en première année, qui sont faits avec d'autres programmes d'études. En fait, c'est pas mal juste physio. Donc, il y a des cours de base, par exemple, par rapport à la physiologie ou à l'anatomie, qui sont donnés aux élèves en physiothérapie et en ergothérapie en même temps. À chaque année, il y a aussi un cours de collaboration interprofessionnelle. Donc ça, c'est un cours où il y a des professionnels de la santé qui soient ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, médecins et plusieurs autres, qui vont tous être rassemblés dans le même cours et qui vont pouvoir discuter pour parler de comment collaborer dans des équipes interprofessionnelles, comme c'est le cas dans plusieurs milieux de travail. Je mentionnais que, outre les cours théoriques, il y a d'autres modalités d'apprentissage. Donc, il y a plusieurs laboratoires qui sont faits en ergothérapie. Ça, c'est des séances où on est des plus petits groupes, où c'est très pratique. Donc, selon l'année où on est, selon le cours, ça peut être de fabriquer des orthèses, ça peut être de pratiquer à administrer des tests standardisés pour connaître la force musculaire d'un patient, ou pour connaître à quel point le patient est capable de ressentir la manière dont on le touche. Certains des laboratoires, c'est aussi des mises en situation où un étudiant va jouer un ergothérapeute, un autre étudiant ou un enseignant va jouer un patient, puis on se pratique à faire des entrevues et à interagir avec les patients, ce qui est vraiment pertinent parce qu'il faut s'y préparer avant les stages. Il y a aussi les acteurs, ils font venir des acteurs souvent avec des thématiques plus ciblées là, qu'on va pas être exposé en stage, puis ils jugent que c'est pertinent qu'on soit exposé. Il y a je pense au risque suicidaire, donc un acteur qui est venu et qui a joué un patient avec un risque suicidaire, ou on a eu des troubles du comportement. Fait que c'est vraiment des stimulations pour nous, puis ça nous apprend à comme
mieux gérer le comportement. Puis c'est toujours, après ça, on a du feedback autant de nos collègues que de l'acteur puis des professeurs. Fait que c'est une autre des mises en situation qu'on est exposé dans notre parcours. C'est des belles opportunités de faire des erreurs et Vraiment. d'avoir du feedback dans un milieu qui est beaucoup moins stressant que lorsqu'on se retrouve face à un vrai patient. Puis l'autre modalité d'apprentissage qui est beaucoup mise de l'avant à l'Université de Montréal, c'est les apprentissages par problème. Fait que ça, en fait, c'est un contexte dans lequel on est en petits groupes de 8 à 12 personnes et on lit une vignette clinique, c'est-à-dire le cas fictif, une description d'un patient fictif. Et en équipe, on en discute pour essayer de comprendre sa situation, comprendre qu'est-ce qu'on ferait pour l'évaluer, qu'est-ce qu'on ferait en tant qu'ergothérapeute avec ce patient-là. Ça implique ensuite de faire de la recherche de son côté, de revenir en équipe, puis de consolider notre vision de ce patient-là et de vraiment comme confirmer qu'est-ce qu'on ferait en tant qu'ergo avec ce patient-là. Donc, ça permet de vraiment faire le processus ergothérapique en équipe, en discussion. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez des cours qui vous ont marqué dans votre parcours, que vous avez beaucoup aimé? Ben moi, je peux commencer. Quand on parlait de, tu sais, juste apprendre c'est quoi l'ergo. En première année, on a un des cours justement qui nous apprennent les bases de l'ergo. Et je pense que le prof joue beaucoup sur comment les élèves, les étudiants aiment le cours. C'est un prof qui est passionné par l'ergo, qui nous transmet sa passion pour l'ergo. Puis c'est aussi un cours qui est fait en sous-groupe. On a environ des sous-groupes de peut-être 20-25 étudiants. Et dans ces sous-groupes-là, on a des équipes. Et puis à chaque fin de cours, on a tout le temps un travail synthèse à faire. Fait que je pense que ça nous permet vraiment d'intégrer au fur et à mesure la matière, d'avoir des interactions avec des gens de notre cohorte, de se faire des amis peu pas. Fait que je pense que c'est quand même une approche qui est différente que nos autres cours qu'on a dans le programme, surtout en première année. Puis je pense qu'on s'amuse bien là-dedans, avec le prof particulièrement. Mais vous l'avez eu dans d'autres cours aussi, là? Aussi, ouais, cette passion-là se transmet peu importe le cours. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de professeurs dans le programme là, il y a d'ergothérapie qui sont très, très passionnés. Là, en pédiatrie aussi, là, on avait des professeurs qui montraient des vidéos de leurs enfants, autant les bons coups que les mauvais coups, pour nous montrer, tu sais, ça ressemble à quoi, puis quoi observer aussi, parce que veut pas, tu sais, l'observation, c'est quelque chose qui se développe, puis c'est pas nécessairement facile au début. Mais si moi, je peux donner mon cours préféré, je pense, c'est le cours de gériatrie. C'est le dernier cours le bloc de la deuxième année. Je pense qu'il y a comme une confiance aussi qu'on a vers la fin de cette année-là. C'est un cours aussi où est-ce qu'on explore un peu plus. Puis on peut nous-mêmes essayer les aides techniques. Nous-mêmes, essayer de se l'enseigner. Ou parfois, il y a de la nourriture que nous-mêmes, on va manger pour voir c'est quoi l'expérience. Puis tu peux voir un petit peu plus c'est quoi l'œil du patient, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis enrichissant. Puis une autre manière dont on voit la perspective du patient que j'ai beaucoup aimé, c'est que parfois dans certains cours, il y a des patients partenaires qui viennent nous parler à différents moments dans le parcours, puis c'est tellement enrichissant d'avoir la perspective d'un patient qui a eu un ergothérapeute, qui a une problématique de santé physique ou de santé mentale. C'est super riche, puis c'est des discussions aussi où il y a pas de tabou, puis on peut poser plein de questions. N'importe quoi. Ils sont vraiment, vraiment ouverts. Autant au niveau de la sexualité que des possibilités d'emploi. Tu sais, ils nous le disent, puis ils sont habitués à faire poser les questions. On peut vraiment être tu sais, on pourrait pas poser ces questions-là à nos patients. Ça serait pas professionnel, mais au fond, nous, on veut un peu savoir. Fait que c'est une très belle opportunité. En même temps, tu sais, tu parlais un peu de la sexualité, possibilité d'emploi et tout, tu sais, je pense que c'est quand même à certains moments important d'en parler, parce que la sexualité est une occupation en soi, très importante dans la vie des gens la majorité du temps, et c'est sûr qu'il faut un lien de confiance avec ton patient pour arriver à cette discussion. C'est très rare Tu demanderas pas la première fois, là, ouais, la première entrevue, demander ça, je pense pas que le patient va être super à l'aise. Hein. C'est ça, donc c'est sûr qu'il faut un lien de confiance, mais je pense que peu importe, dépendant bien évidemment de la population à qui tu t'adresses, mais c'est un aspect très important à aborder parce que souvent il y a beaucoup d'aspects qui peuvent amener des problématiques. Ça c'était ma parenthèse, mais pour moi côté cours, honnêtement c'est vraiment difficile de dire parce que par exemple rendu à la maîtrise, nous on est rendu à un point où on fait des choix de cours, donc c'est-à-dire qu'on a quand même des cours obligatoires, mais on a des cours qu'on a pu choisir selon nos intérêts. Donc c'est un peu compliqué pour moi, mais je vais un peu rejoindre un peu ce que Amélie a dit. Moi, j'ai un cours en gérontologie en ce moment.
autant la prof que les invités, parce que souvent les profs ont des cliniciens invités qui viennent parler de leur expérience, puis c'est toujours hyper enrichissant. Et ce cours-là, cette session, en tout cas pour moi, c'est comme mon cours bonbon. Je suis vraiment hyper intéressée par tout ce qui s'est dit, puis on parle de sujets vraiment variés. Autant on a parlé, par exemple, aujourd'hui de tout ce qui est l'accessibilité de l'environnement pour les personnes âgées, par exemple, qui sont des troubles cognitifs ou qui ont des diminutions de capacité. Mais on a aussi parlé de tout ce qui était fuite urinaire, l'incontinence. Là, je sais pas si on va l'avoir, mais on est peut-être qu'on aura un cours sur la maltraitance au niveau des personnes âgées. Donc c'est hyper le fun, puis surtout qu'on voit la passion des gens. Donc pour moi, c'est ça qui est un peu difficile, parce que dans beaucoup de mes cours, les gens sont passionnés. Dès que t'as un prof ou quelqu'un qui te parle de ce qu'il fait, qui est passionné, moi, c'est sûr que je vais adorer ce que tu es en train de me dire. Donc, c'est celui-là que je veux dire aujourd'hui, mais j'en ai tellement d'autres que je vais garder ça pour aujourd'hui. Mais c'est vrai que la passion des profs joue beaucoup. Puis, une des raisons pour lesquelles on fait le podcast aussi, c'est pour accueillir certains de ces enseignants-là et d'autres professionnels aussi qui sont passionnés puis qui vont pouvoir nous parler encore plus de ce qu'ils font. Puis d'ailleurs, à l'université, il y a une grande diversité d'enseignants parce qu'on a des professeurs qui parfois, en fait, c'est surtout des cliniciens, puis ils viennent à l'université ponctuellement donner des cours, mais ils sont pas juste professeurs. Ils ont une expérience clinique super riche à nous partager avec plein d'expériences de vraie vie. Il y a aussi des enseignants qui sont des chercheurs, fait qu'ils ont une perspective différente. Il y a des enseignants qui ont fait de la clinique, qui ont fait de la recherche, qui ont eu d'autres professions avant. Donc, on a des perspectives super variées, puis les gens qui viennent nous parler ont aussi travaillé dans des domaines très différents. Donc, encore une fois, on peut avoir une idée de tout plein de possibilités qu'offre l'ergothérapie. Amélie, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous décrire la progression des apprentissages au fil des années? Fait que, sur quoi est-ce qu'on focus à chacune des années dans le programme? Je te dirais qu'en première année, c'est des bases qui sont plus au niveau de l'anatomie humaine, les maladies, pour vraiment pouvoir bâtir par la suite. On commence un petit peu à définir c'est quoi l'ergothérapie, on regarde quelques modèles, c'est dans le fond un peu des guides là, pour la rédaction, puis notre vocabulaire en tant qu'ergothérapeute. Puis, par la suite, je te dirais en deuxième année, on avance vraiment plus dans le concret de l'ergothérapie. Fait qu'on va s'adresser beaucoup aux évaluations, au type de maladies, autant physique que mentale. On a comme plusieurs blocs. Donc, on a le bloc de santé physique, on a le bloc de santé mentale, après on a la gériatrie et la pédiatrie. Puis dans chacun de ces blocs-là, on va s'intéresser aux difficultés les plus communes qui sont rencontrées, puis comment les adresser, comment aborder le patient, les sujets que c'est le plus pertinent d'aborder en priorité. Puis après ça, on y va avec les apprentissages par problème, par discussion. La troisième année, on va bâtir par-dessus ça, fait qu'on va venir consolider les acquis au niveau de l'évaluation, puis on vient rajouter beaucoup au niveau de l'intervention. Fait que maintenant qu'on sait comment évaluer, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton patient, pourquoi tu vas le faire, puis on va rajouter aussi beaucoup qu'est-ce que les données probantes. Fait que de venir justifier pourquoi si c'est applicable à ta population, fait que le client et sa condition, puis c'est quoi les effets que tu penses qui vont être obtenus selon ce que les autres ont fait avant toi. Fait pour t'assurer que tu aies une pratique en ergothérapie qui a un impact sur la personne et qui soit le plus efficace possible. Puis peut-être que je vais laisser Marion le continuer pour la 4e année parce que je suis pas encore rendue là. Ben oui, un peu comme ce qu'Amélie a dit par rapport aux années qui suivent. Ben en fait, la 4e année, c'est vraiment pour apporter des sujets peut-être un peu plus complexes au niveau de l'ergothérapie. Par exemple, cette session-ci, nous on parle d'enjeux occupationnels, donc de justice occupationnelle. Donc, on est vraiment beaucoup dans les droits des personnes, d'avoir, ça peut être le droit, par exemple, d'avoir accès à des occupations, ou même des fois, il peut y avoir de la marginalisation de certaines personnes selon certaines caractéristiques. Donc, on est beaucoup plus dans ces enjeux-là au niveau de l'ergothérapie. Puis aussi, on beaucoup parlé de tout ce qui est de l'éthique au niveau médical, mais surtout la maîtrise, c'est vraiment le moment où les gens vont aller un peu se spécialiser dans les domaines qui les intéressent. C'est sûr que en ergothérapie, de manière générale, il y a ce qu'on appelle une formation continue, c'est-à-dire que on va devoir faire des formations tout au long de notre vie en tant qu'ergo, mais on peut quand même à la maîtrise commencer à se spécialiser en choisissant des sujets qui nous intéressent. Par exemple, moi en ce moment à l'automne, j'ai un cours, comme j'ai dit, en gérontologie, mais j'ai aussi un cours en thérapie de la main. Et j'ai oublié mon 3e cours, donc ça va bien. Qu'est-ce que j'ai comme cours? Ah oui, j'ai un cours en ergonomie.
donc qui est beaucoup plus relié au niveau du travail. Mais j'ai d'autres filles dans mes amis qui ont un cours ce qu'on appelle TCC, qui est une thérapie cognitivo-comportementale, donc c'est beaucoup plus en lien avec ce que l'ergothérapeute peut faire en santé mentale. Il y a aussi un cours en milieu scolaire avec Natacha Rouleau, qui donne aussi le cours de pédiatrie en deuxième année. Donc on a vraiment différents cours sur lesquels on peut s'inscrire et c'est vraiment selon nos intérêts. Donc c'est vraiment plus ça qu'on va chercher au niveau de la 4e année avant de graduer. Ta description m'amène 2 questions. D'abord, l'ergonomie, ça c'est une des choses que les gens en général savent de l'ergothérapie. Des fois, ils vont dire ouais, l'ergo, c'est la personne qui va comme ajuster ta chaise pour que t'aies pas mal au dos au travail. Ouais. Puis mais dans le fond, on n'en parle pas beaucoup jusqu'à ce cours-là, qui est pas obligatoire à la maîtrise. Fait à quel point il y a des ergos qui font de l'ergonomie, puis au fond, c'est quoi? Ben, en fait, déjà, les ergothérapeutes ne sont pas ergonomes. C'est l'ergonomie, être ergonome, c'est un métier en soi. La différence entre l'ergothérapie et l'ergonomie, là, j'espère que je le fais bien. Marie Laberge, j'espère que je te ferai honneur. Mais en fait, c'est que l'ergothérapie, quand on travaille, majoritairement, il y a des ergothérapeutes qui travaillent avec des travailleurs soit qui se sont blessés, soit au travail ou qui ont eu un accident de voiture et on travaille sur la réinsertion à l'emploi. Donc, en ergothérapie, on va travailler avec notre patient sur qu'est-ce que pour le patient faut qu'on fasse pour qu'il retourne au travail de manière durable. Alors que l'ergonome, lui, va plus travailler au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire, par exemple, une entreprise peut engager un ergonome, lui dire, bien, il y a tel poste, j'ai eu beaucoup d'accidents de travail, peux-tu voir comment ça se passe et on va apporter des changements par la suite. Donc, l'ergonome va plus travailler au niveau de l'entreprise, des changements au niveau de l'entreprise, et l'ergothérapeute va plus travailler au niveau de l'individu. Les deux peuvent faire des ajustements de chaise, mais le but ne sera pas le même. Le but de l'ergothérapeute va vraiment le faire pour son patient, alors que l'ergonome, si c'est une problématique qui est vue, mais ça va être au niveau de l'entreprise. S'il voit, par exemple, que des travailleurs qui travaillent à l'ordi ont toutes des chaises de bois qui sont beaucoup trop basses et qui donnent mal au dos à tout le monde, ben, ils vont faire des recommandations de changer les chaises, mais ça va être au niveau entreprise. Nice. J'espère que j'ai bien défini. Puis, t'as aussi mentionné la thérapie cognitivo-comportementale et la présence des ergothérapeutes en santé mentale. C'est quelque chose que dont la plupart des gens n'ont pas conscience. Mais c'est quoi la différence entre un ergothérapeute qui utilise, par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale puis un psychologue ou un psychothérapeute? C'est quoi la spécificité de l'ergo en santé mentale? C'est une bonne question d'examen, ça. C'est une bonne question à poser aux ergothérapeutes. Ben, je vais tenter une réponse, puis je suis sûre que vous pourrez rajouter sur ce que je vais dire. Ben, en fait, c'est comme un peu la définition générale, c'est que nous, on va travailler sur les occupations avec la personne. C'est que souvent, des troubles de santé mentale vont entraîner des difficultés au niveau de certaines occupations. Je vais peut-être donner un exemple un peu cliché, mais par exemple, quelqu'un qui tombe en dépression, ben, il peut avoir tendance à ce qu'on appelle je vais essayer d'utiliser un autre terme, mais tu sais, diminuer ses occupations. S'isoler un petit peu. S'isoler, faire moins d'occupations ou carrément juste arrêter. Et donc, en tant qu'ergothérapeute, ben, nous, on va venir travailler avec eux pour reprendre des occupations. On n'est pas du tout psychologue, on ne fait pas de psychothérapie. On peut devenir psychothérapeute en tant qu'ergothérapeute, mais il faut faire une formation bien précise après la graduation. Mais nous, on travaille réellement sur les occupations de la personne. Et c'est encore un milieu qui est très méconnu, l'ergothérapie en santé mentale, mais pour avoir eu des cours avec des personnes qui travaillent vraiment dans différents milieux, on peut autant travailler avec des personnes qui ont des troubles dits légers, entre parenthèses, mais par exemple anxiété, dépression, mais on peut aussi travailler avec des personnes qui ont des troubles plus sévères, par exemple des personnes qui présentent un trouble de schizophrénie, des troubles bipolaires. J'ai eu une prof qui travaille ce qu'on appelle le CIM, où en fait elle travaille dans la communauté, puis elle va chez les gens qui ont des gros troubles de santé mentale sévères, puis elle, ainsi qu'une petite équipe, ils s'assurent que la personne soit toujours en mesure de fonctionner. C'est là que les occupations rentrent réellement en compte dans ce contexte-là. Ce qui m'a déjà été dit, c'est que le psychologue aide le patient à mieux se comprendre, puis l'ergothérapeute donne des outils pour que le patient fonctionne mieux. C'est peut-être une généralisation, je sais pas ce que vous en pensez. Ça dépend, je dirais que parfois,
en tant qu'ergothérapeute, tu peux aider le patient à mieux se comprendre quand tu lui poses des questions sur qu'est-ce qui est important pour lui puis pourquoi c'est important pour lui. Ça, c'est aussi se comprendre, selon moi. Je pense que plus au niveau de l'acceptation, parfois, le processus, des fois avec des deuils, tout ce qui est plus émotionnel, tu sais, vraiment. Là, c'est plus le psychologue qui va être mieux outillé pour faire le suivi. Je pense que nous, notre force, ça va être d'accompagner la personne. C'est toujours de l'appliquer dans l'occupation. Donc, ça va être des personnes parfois qui ont vu des traumatismes, fait que tu vas les accompagner à travers reprendre l'autobus, par exemple. Fait que là, tu vas vraiment l'accompagner à travers ses émotions, mais au moment présent. Comment réguler tes émotions au moment présent, te centrer, te calmer, puis avancer par la suite. Fait que c'est vraiment dans ton occupation, à la place de vraiment travailler sur comment... De façon peut-être plus générale. Ça va tout le temps être visé... nos interventions vont tout le temps être visées envers une occupation. Parce qu'au final, c'est vraiment sur ça qu'on va agir, là, dans le fond. On va pas travailler sur comment la personne va traiter l'information. Ça, c'est vraiment le psychologue qui est formé pour ça. Je pense que c'est vraiment une grande différence là entre les deux. Puis je pense aussi ce qui est vraiment important de dire, c'est que on n'est pas meilleur qu'un psychologue. L'important, c'est de travailler ensemble, je pense, et chacun amène des choses importantes au patient, et c'est vraiment la collaboration interprofessionnelle et avec le patient qui est importante. Et je pense qu'il faut vraiment plus mettre ça de l'avant que dire, ben toi tu fais ça, que toi tu fais ça. C'est sûr qu'il y aura toujours des zones grises, mais l'important c'est de s'entendre dans le fait qu'on accompagne le patient dans son établissement. C'est très complémentaire, en fait. J'aime beaucoup ce que tu apportes parce que parfois, tu dois travailler sur quelque chose avant d'entrer dans ton occupation. Fait que tu dois faire le tri dans tes pensées, tu dois avoir une certaine acceptation de ta condition avant de te mettre en action. Puis parfois, juste ça va faire toute la différence dans ton engagement de ce que tu entreprends, puis ta disponibilité aussi à recevoir des conseils, puis à débuter, là, à vraiment te mettre en action. Fait que c'est vraiment une action concertée entre les deux professionnels, puis on communique souvent entre nous pour savoir c'est quoi les conseils que l'ergothérapeute t'a donné, c'est quoi que le psychologue a donné, puis on essaie d'appliquer les conseils aussi du psychologue en occupation. Fait que ça fait vraiment une vision qui est plus globale, puis on favorise aussi le succès du patient. C'est pas mal plus clair pour moi, en tout cas. Puis, un autre sujet qu'on a aussi abordé, c'est les stages. Mais les stages ont une grande importance dans notre programme, et on en a à chaque année, à l'Université de Montréal. Marion, est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi, en fait, le but des stages à chacune des années dans le parcours? OK. Ben déjà, la première année se compose de 2 stages. On a un premier stage à l'automne qui est en communautaire, et on a un stage à l'hiver qui est d'1 journée par semaine avec un professionnel, un ergothérapeute, en fait, dans un milieu quelconque. Et vraiment, cette première année-là, c'est plus une exploration un peu de ce que fait l'ergo et quel genre de choses on peut faire en entrevue, en intervention, etc. À la deuxième année, on a un stage de 9 semaines à la fin de la deuxième année. Et en fait, ici, ce qu'on met le plus de l'avant, c'est tes capacités à faire une entrevue et à évaluer les patients. Donc, c'est vraiment plus là-dessus que l'accent est mis. C'est sûr que ça se peut, dépendant des superviseurs, que tu fasses quelques interventions, mais vraiment, on met l'accent sur l'évaluation. Quand tu fais ton 3e stage qui est à l'automne de la 3e année, là, c'est sûr qu'on vient consolider un peu tes acquis au niveau de l'entrevue, mais là, ce qu'on veut rajouter, c'est un peu l'intervention. Donc, on veut vraiment que tu viennes pratiquer des interventions, que tu fasses preuve de créativité, surtout dans les milieux, et t'es un peu plus autonome dans ta pratique. Ton superviseur sera toujours présent. C'est sûr qu'il va s'assurer que tu fasses pas de conneries, mais on a une plus grande liberté dans ce qu'on fait, et nos acquis vraiment ressortent à ce moment-là. Puis finalement, à la maîtrise, le stage que je n'ai pas encore fait, qui est à la fin de la maîtrise, c'est vraiment le moment où tu consolides vraiment l'ensemble de la chose et où tu pratiques, où t'es carrément rendu ergothérapeute à ce moment-là. C'est juste qu'après le stage, c'est au moment où tu as ton diplôme. Puis ce que je rajouterais, c'est que dans le stage de première année, il a la réputation d'être un stage d'observation où tu fais juste regarder ce qui se passe, mais que tu n'interagis pas avec les clients. C'est totalement faux. En tout cas, à l'Université de Montréal, on nous donne des responsabilités d'une manière très bien encadrée. Fait qu'on est quand même dans le feu de l'action dès la première année. Je pense que ça peut vraiment dépendre, tu sais, toujours, pas de superviseur que tu vas avoir. Il y en a qui vont peut-être donner un petit peu plus de liberté, d'autres peut-être un peu moins.
ça dépend aussi de peut-être ton niveau toi-même de confiance. Si tu sens que t'es à l'aise de faire quelque chose ou que tu seras pas à l'aise, on s'entend que ton superviseur va jamais te forcer à faire de quoi que t'es pas à l'aise, mais il va plutôt t'encadrer puis t'encourager dans la bonne direction. Le milieu aussi, je pense que ça fait une grande différence. C'est une discussion que j'ai eue avec ma superviseure, vu que je suis en 3, en stage présentement. Ma superviseure, elle m'a dit, chaque stage est différent et en fait, parfois, c'est comme à recommencer certaines choses parce que le milieu est différent, la réalité est pas différente. Il y a des clientèles avec lesquelles tu peux être beaucoup plus autonome rapidement, parce qu'il y a des milieux où les maladies puis les déficits sont beaucoup plus complexes, t'as vraiment besoin d'un meilleur encadrement. Puis parfois, le patient peut être instable à la marche, par exemple, que en 2e année, la superviseure te laisserait pas tout seul superviser le patient et s'assurer qu'il y a des risques de chute. Fait qu'il y a ça aussi, c'est au niveau beaucoup de la sécurité, c'est un gros enjeu. C'est pas qu'on te fait pas confiance, c'est que parfois, ton raisonnement clinique est pas aussi aiguisé, tu peux moins anticiper les risques. Fait que tout ça vient jouer dans les rôles que tu peux avoir. Puis aussi, c'est un truc que ça m'a fait penser, en fait, par rapport au programme, de manière générale, au niveau des cours. Ça nous apprend, oui, comme la 2e année, on voit beaucoup de diagnostics, on voit beaucoup de vignettes cliniques. C'est sûr qu'on peut pas tout voir, c'est quasiment impossible, mais tout ce qu'on fait, ça nous amène à réfléchir et à avoir la vision ergo quand tu vois tes patients. J'ai vu une différence absolument incroyable entre le début de ma 2e année à partir du moment où je suis rentrée en stage, parce que il faut se l'avouer, c'est un programme qui demande énormément d'efforts, on va pas se le cacher, et des fois tu te dis pourquoi je travaille aussi fort, tu sais, quand t'es dans le feu de l'action, puis que t'es toujours en train de travailler, tu te dis mais pourquoi je travaille aussi fort, mais à partir du moment où tu rentres en stage, majoritairement en 2e année, mais tu te dis mais c'est pour ça que j'ai autant travaillé, c'est que t'arrives et tu sais comment réfléchir, tu sais, c'est sûr t'auras pas toutes les solutions parce que t'as pas beaucoup fait d'entrevues, t'as pas beaucoup fait d'évaluation ou encore moins d'intervention, mais tu te dis ok, mais je sais comment réfléchir, comment les choses entourant la personne viennent affecter la manière dont il fait ses occupations. Ok, son environnement il vient affecter aussi la personne, mais également les occupations. Donc l'analyse de l'activité. Et donc t'as toute cette réflexion là. Quand t'arrives en stage, et honnêtement, ça rend la chose tellement plus fluide, tellement plus facile, puis ça rend même la chose le fun. C'est sûr qu'au début, on est toutes complètement crevées les premières semaines parce que c'est beaucoup d'apprentissage, mais après ça, quand tu rentres vraiment dans le stage puis que ta réflexion est là et tout, ben moi personnellement, je pourrais pas dire pour tout le monde, mais moi honnêtement, ça m'a facilité les choses d'avoir cette réflexion là quand je suis arrivée en stage. Puis avez-vous des expériences de stage dignes de mention? Digne de mention dans quel sens? Positif, négatif? Tous les sens. Mais aussi pour qu'on puisse peut-être présenter une variété de milieux de stage puis de milieux de pratique pour qu'on donne une idée de la variété des choses que les ergothérapeutes peuvent faire. Ok, donc je pourrais peut-être commencer par dire qu'est-ce que j'ai fait comme grand stage. Je vais peut-être... Donc, le premier stage en première année où c'était une fois par semaine, j'étais dans un milieu très méconnu de l'ergothérapie qui est l'évaluation automobile. Cool. Donc, c'est-à-dire que c'est soit de l'évaluation d'une personne concernant ses capacités, si la personne peut continuer à conduire ou non, ou c'est même souvent des évaluations sur l'adaptation de véhicules pour, par exemple, des personnes qui ont des difficultés physiques ou même qui ont des enfants avec un certain handicap. Donc, ça, c'était mon premier. Mon deuxième stage, à la 2e année, j'étais en clinique privée en retour au travail. Avec des travailleurs ou des personnes qui avaient eu un accident d'auto qui avaient des problématiques pour retourner au travail. Et finalement, mon 3e stage, c'était dans un centre de réadaptation quand j'étais tantôt avec des personnes qui avaient une lésion à la colonne vertébrale. Moi, je peux y aller. Dans le fond, mon stage, du premier stage, le communautaire. Avoue que t'as failli dire observation. J'ai failli dire observation. Mon premier stage communautaire, je l'ai fait dans un organisme qui s'appelle les Petits Frères. Fait que c'était vraiment de briser l'isolement chez les personnes âgées. Mon stage, le premier vrai en ergothérapie, je l'ai fait à Victor-Doré. C'est une école qui est reliée là à Sainte-Justine. Fait que c'est... il y a une école primaire et secondaire. Fait que Victor-Doré, c'est l'école primaire et Joseph Charbonneau, c'est l'école secondaire. Fait que moi, j'ai fait ça pour mon premier stage en ergothérapie. C'est quoi la clientèle à Victor-Doré? C'est des enfants qui sont quand même... souvent, c'est des polyhandicapés. En fait, c'est un entre-deux entre une école et un centre de réadaptation. Donc, les enfants, ils ont leur cours, mais c'est pas comme par année. C'est vraiment par groupe un petit peu. T'as comme le groupe qui est un petit peu plus académique. Puis, t'as le groupe qui est... il regroupe par âge. Puis, par
je dirais, capacités similaires. Fait que parfois, ça va être vraiment, on travaille la communication, on travaille l'écriture, la reconnaissance des lettres. Fait que c'est souvent un niveau éducatif qui est un petit peu moindre parce que t'as des déficiences intellectuelles là, qui viennent souvent avec les diagnostics qui sont suivis à Victor Doré. Parce que dès que les enfants, là, tu vois, qui commencent vraiment à prendre un potentiel, on les transfère là, à des écoles régulières pour qu'ils puissent être stimulés par les autres. Fait que c'est vraiment un petit peu la vision. Puis ils ont beaucoup de soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, nutrition. On a un travailleur social, on avait des orthophonistes. C'est vraiment comme un milieu hospitalier, mais à l'école. Fait que ça jumelle les deux. Je te résumerais ça comme ça. Je pense qu'il faut le voir pour saisir l'ampleur du milieu. Sinon, mon deuxième stage, je l'ai fait cet été, en deuxième année, en CLSC. Fait que ça, c'est vraiment très varié. Moi, j'étais dans un CLSC à Saint-Jérôme. Beaucoup d'adaptation du domicile. J'avais un patient qui avait été adapté son automobile, justement, là. Il faisait des blagues vu qu'on disait que ses pieds. Il y avait la sclérose latérale amyotrophique. Puis, lui... Ça veut dire quoi exactement? C'est une maladie dégénérative. Fait que dans le fond, mon patient, il avait eu une perte musculaire. Fait que lui, ça avait beaucoup d'atteinte au niveau des membres supérieurs, au niveau des bras. Ses pieds, il gardait encore le contrôle. Fait que c'est pour ça que son auto a été adapté. Il contrôlait avec ses pieds. Fait que c'est vraiment un volant par terre. Fait que c'est comme ça qu'il conduisait. Fait qu'il nous disait qu'il avait l'air un peu fou quand il conduisait, parce que les gens le regardaient, puis il était comme, il conduit pas avec ses mains. Puis les gens, souvent, le patient, je vais toujours me rappeler, il me regardait droit dans les yeux, il me dit, maintenant, vous allez pouvoir dire que je conduis comme un pied. Et venant d'un patient, c'est pour qui il y avait un début de dysphagie, de risque, là, quand tu avales ou tu bois, tu prends de la nourriture, que ça aille dans tes voies respiratoires, dans tes poumons. Je trouvais ça beau de voir qu'il voyait encore la beauté dans conduire, puis t'apprends, tu sais, à la résilience, tu sais, l'humour, ça l'aide beaucoup. Fait que c'est une des belles choses que j'ai vues en CLSC. Puis sinon, ben moi, vu que je suis en troisième année, je suis en stage présentement là, jusqu'en fin décembre. Je le fais au CHUM. Je me considère vraiment chanceuse parce que j'ai ma clientèle dada, là, c'est l'oncologie. J'ai vraiment une grande passion pour l'oncologie. Fait que on est beaucoup en soins palliatifs et en milieu plus aigu oncologie, fait des patients qui viennent faire de la chimiothérapie, radiothérapie ou qui ont des complications avec leur traitement. Fait que c'est des milieux très très différents, je pense que j'ai fait. Ben, tu m'as fait parler, tu m'as fait penser à la résilience. Dans mon dernier stage en troisième année avec les personnes qui avaient une lésion à la colonne vertébrale. Un de mes patients, tu sais, lui, vu qu'il sentait plus rien à partir de la poitrine, ben, tu sais, lui était ce qu'on appelle à l'interne, c'est-à-dire qu'il restait à l'hôpital pendant tout le temps de sa réadaptation. Et donc, lui, pour le matin, c'était toutes des préposés qui faisaient sa toilette, tu sais. Et à un moment donné, j'étais, je pense, j'étais avec lui, puis un autre des professionnels, puis on commençait à faire des jokes. Puis là, il disait, ouais, je devrais genre écrire un livre sur le nombre de personnes qui m'ont vu nu ou des affaires comme ça. Tu sais, il y a vraiment une autodérision présente et je pense que l'humour, c'est ce que j'ai vu souvent, l'humour aide dans des moments où ça commence à être difficile, puis le nombre de passer à travers un peu là au final. Le nombre de niaiseries qu'on s'est dit, puis il riait de sa propre gueule, tu sais, c'était ça qui était, tu sais, on sait jamais nous tu sais, quand tu commences à connaître, tu peux commencer à faire des jokes, bien évidemment. C'est pas toi qui initie la blague, là. Non, mais puis même à un moment donné, quand vraiment, tu sais, vu que tu restes 9 semaines, moi je le voyais tous les jours, là, c'est comme si c'était rendu à la limite, je le voyais plus que ma propre famille, tu sais, donc tu sais, on était rendu à la limite, tu sais, faut regarder une distance professionnelle, mais tu sais, il venait souvent dans mon bureau, puis on se comptait des jokes, là, puis donc c'est ça que l'autodérision puis la résilience, pour moi, c'est les choses qui m'ont le plus impressionné chez mes patients. Ça l'aide à la réadaptation aussi, à la motivation puis à l'engagement. Quand on voit plus le positif, c'est prouvé là qu'il y a un meilleur engagement des patients, puis ça aide aux liens thérapeutiques, là aussi une alliance thérapeutique qu'on parle beaucoup en ergothérapie, créer ce lien-là avec le patient. Je pense que c'est un excellent moyen que tu as nommé. Ça, faut que tu t'adaptes au patient, c'est pas tout le monde pour qui l'humour ça peut va être fonctionner, utilisé, ouais. mais généralement, le patient, il va l'amener par lui-même, puis c'est très beau à voir. Toi, Lauriane? Ben moi, c'est ça, pour mon stage de communautaire, j'étais avec des personnes âgées, puis moi, franchement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que ça leur a un peu moins intéressé, même si, tu sais,
ça peut être enrichissant, mais bref, moi, j'ai vraiment aimé ça. Je m'amusais. On jouait aux cartes, j'ai joué aux poches pendant peut-être, je pense que ça a duré 2 mois au total, là, mais c'est, encore une fois, c'est 1 fois par semaine. Fait que c'est ça. Puis pour mon premier stage en milieu ergo, j'étais en en pédiatrie. Puis j'ai vraiment aimé ça aussi. On voyait toutes sortes de clientèle très différentes. J'aime ça que t'apportes le jeu parce que on s'amuse littéralement là quand on est en clinique. Tu dis, tu sais, je vais au poche, mais parfois là tu peux utiliser des jeux de la vie de tous les jours pour travailler la dextérité, surtout avec les enfants, mais avec les adultes aussi. Fait que tu pratiques des manipulations, mais autant toi que le patient, vous avez du plaisir. C'est une des forces de l'ergothérapie. Fait que parfois les gens ils peuvent penser que hey, dans ton stage, Lauriane, t'as rien fait, mais au final... Mais je m'amusais, c'est ça que je retiens au final, tu sais, j'ai pas concrètement, vu que, tu sais, c'est justement un stage communautaire, là, j'étais pas là en tant qu'étudiante d'ergo, là, on était vraiment là plus comme bénévole, et, tu sais, on n'était pas attendu à ce qu'on fasse, si je peux dire, concrètement quelque chose, mais juste là, puis d'observer, puis d'avoir du fun, moi, ça a fait mon affaire, puis c'est ça que j'en tire de cette expérience-là, là. Puis de mon côté, j'ai fait un stage communautaire avec des adultes qui ont une différence intellectuelle, une différence cognitive, fait que certaines personnes autistes ou avec un trouble d'apprentissage ou une déficience intellectuelle. Et ils étaient dans un programme où plusieurs fois par semaine, ils venaient cuisiner, puis c'est pas juste pour le fun, là, c'est vraiment en vue d'accomplir un projet de vie. Fait qu'ils venaient cuisiner pour développer des habiletés, pour avoir un horaire, et les plats qu'ils cuisinaient étaient ensuite vendus comme plats congelés. Un superbe organisme et j'ai pu côtoyer plein de jeunes adultes avec des vies sociales trépidantes, avec plein d'anecdotes et des beaux sourires. Ça a été vraiment le fun. Puis mon stage à l'hiver, qui était vraiment en ergothérapie, c'était à l'hôpital en soins aigus de neurologie. Fait que c'est avec des patients qui ont eu, pour la majorité, un accident vasculaire cérébral, un AVC, et donc il y avait eu l'AVC en à peu près 2 semaines plus tôt, en général, quand on les voyait. Ils étaient à l'hôpital, n'avaient pas encore quitté l'hôpital, puis c'est dans ce contexte-là que je les voyais. Puis j'ai beaucoup aimé parce que en neurologie, avec les AVC, il y a un mélange de troubles cognitifs et de troubles physiques. Fait que les personnes qui ont un AVC, le profil peut être très différent d'une personne à une autre, mais certains vont avoir des difficultés à parler ou à comprendre ce qui leur est dit. On va parler d'aphasie. Il y en a d'autres qui vont avoir une difficulté à porter attention ou à garder en mémoire les informations. Il y en a qui vont avoir, par exemple, de l'héminégligence. Puis ça, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler dans mon bac avant, là. Puis là, je l'ai vu, tu sais, des gens qui ne portent jamais attention à un côté de leur corps ou à un côté de l'environnement. Fait que, par exemple, si je porte jamais attention à mon côté droit, ben je me promène dans le corridor, puis je cogne tous les obstacles à ma droite parce que je suis pas consciente, ouais, c'est ça. Genre, si on me dit de regarder, je vais le voir. C'est pas que je peux pas le voir, mais j'y porte vraiment pas attention. Puis je trouvais ça fascinant d'observer ça. Puis en plus, ben, c'est pas une bonne chose qu'il y ait ça en plus, là, mais, tu sais, en plus, il y a aussi des difficultés plus motrices, des difficultés à bouger certaines parties du corps, ou à ressentir des sensations. Et donc, je trouvais qu'il y avait une diversité de choses à travailler avec cette clientèle-là qui était très stimulante. Puis aussi, en AVC, au début, là, de leur parcours de réadaptation, ils progressent très vite, ils se rétablissent beaucoup, puis c'est beau à voir. As-tu vu l'apraxie avec des patients? Pas vraiment. L'apraxie, là, c'est quelque chose que moi, je trouve très divertissant, là. Puis, dans le fond, c'est que le patient, il y a 2 types d'apraxie, mais il y a des patients qui oublient, dans le fond, le quoi. Fait que c'est quoi faire. Fait qu'il va choisir ses objets, mais il saura pas quoi faire avec. Fait qu'il y en a qui vont manger avec leur fourchette à l'envers. Puis, dans différents types d'apraxie, des fois, là, le patient, pour se peigner les cheveux, peut prendre sa brosse à dents. Oui, il peut mettre la pâte à dents sur le peigne. Fait que c'est quelque chose que moi, je trouve vraiment fascinant de voir que le cerveau peut faire des choses comme ça. Puis souvent, c'est concomitant avec des AVC gauche. Fait que c'est quelque chose que t'aurais pu voir en stage, puis c'est très, très enrichissant, là. Quelque chose que j'ai parfois trouvé divertissant, c'était l'aphasie, là. Mm-hmm. Donc, la difficulté à parfois trouver les mots, il y a plein de types. Mais il y a un patient en particulier qui se mélangeait entre les mots qui sont d'une même famille, disons. Fait que, par exemple, mois, jour, année, semaine. Et donc, ce patient-là, pendant une rencontre, il dit « Ah oui, tantôt, je vais avoir ma transfusion pour 3 ans. »
Donc, on parle d'avoir un liquide qui va être injecté dans les voies veineuses, dans les veines. Puis là, lui, il se disait, ça va être pour 3 heures. Puis il voulait dire 3 heures. OK, quand même. Puis on a parlé tantôt de plusieurs anecdotes cocasses, des fois des erreurs qu'on a faites en stage, puis qui sont vraiment drôles. Voulez-vous en partager? Ben, je peux en partager une, mais c'est pas moi qui l'ai faite, mais j'ai eu le consentement de la personne d'en parler. J'ai quand même demandé parce que c'est important le consentement en ergothérapie. Toujours important. Et donc en fait, c'est mon ami était en thérapie de la main. Donc c'est des personnes qui ont subi des lacérations, des écrasements, des traumatismes au niveau souvent à partir des doigts jusqu'au coude. Et elle est en stage, tout se passe bien, et sa superviseur doit faire un massage cicatriel. C'est-à-dire que souvent quand un travailleur ou quelqu'un s'est blessé et que la cicatrice a commencé à ce qu'on appelle des adhérences, donc ça veut dire que en guérissant, ben, ça colle certaines structures, donc ça veut dire que certains mouvements ou la sensibilité est affectée. Donc souvent, il faut faire des massages pour essayer de ramollir, c'est pas le bon mot, mais de assouplir. Oui, aider à la mobilité. Voilà. Et donc, elle dit, vas-y, ce matin, j'ai telle personne, vas-y, c'est toi qui commence. Fait que là, mon ami s'installe. Elle a pas massé la mauvaise main. Mon ami s'installe, commence à masser, puis elle est comme, ça se passe bien, puis t'as le client, c'est comme, c'est parce que t'es pas sa bonne main. Là, t'es comme, mais c'est pour ça que ça allait si bien. Elle sentait pas la cicatrice. Ben oui, la cicatrice était sur l'autre main. Mais sous le stress, parfois, tu sais, ta gauche puis ta droite, le patient est en face de toi, c'est l'inverse. Ça peut être mélangeant, mon ami. Puis tu sais, même, tout le monde a explosé de rire, tu sais, c'est ça qui était drôle, tu sais, personne l'a mal pris, même elle a explosé de rire, sa superviseure était crampée, le patient aussi, tu sais, c'est même pas le fait de se tromper de doigt, là, tu sais, ou de se tromper. Complètement de main, là, ben. Complètement la mauvaise main. Fait que ça, je pense que ça a été un bon mauvais coup, mais tu sais, qui est drôle, tu sais, je pense pas que, tu sais. C'est rien de grave, là, tu sais, on s'entend. C'est ça. Il y a eu un massage gratuit. Ouais, c'est ça, l'autre main. Sinon, d'autres mauvais coups de votre bord. Ben moi, je sais pas si c'est un mauvais coup, mais en fait, ça vient de se passer là, dans mon stage en oncologie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, là, les patients sont sous chimiothérapie ou radiothérapie, il y a des traitements là, qui font en sorte que tu perds la pilosité. Et puis, mon patient, là, c'était un homme. Donc, pour moi, c'était pas aussi évident que, tu sais, une femme qui a pas de cheveux, on dirait qu'ils sont tellement habitués. Il y a pas beaucoup de femmes chauves dans la vie. Alors, pour moi, mon patient, il était juste chauve et pas de moustache. Et quand je suis arrivée, tu sais, pour faire mon questionnaire, mon évaluation, ben, j'avais parlé avec ma superviseure, tu sais, puis elle m'a dit, demande-lui comment il fait, tu sais, pour se raser. Et moi, je me suis dit, ben, tu sais, j'en ai parlé avec ma superviseure, elle m'a conseillé ça. Alors, j'ai pas questionné un petit peu plus loin, et je suis allée voir mon patient, je lui ai demandé, tu sais, comment vous faites pour vous raser? Et il m'a dit, ben, tu sais, sous chimiothérapie, j'ai pas besoin, j'ai pas de poils, et c'est vraiment la réalisation que j'ai eue devant cette partie de faire, oui. Mais oui, c'est... mais tu sais, on sait que ça va revenir. Fait que c'est comme, ben oui, je comprends en ce moment, mais comment est-ce que vous planifiez réaliser ça plus tard, c'est que, tu sais, puis comment est-ce que vous faisiez avant, parce que c'est quand même récent, la chimiothérapie, c'est vraiment de réaliser sur le coup. Je me suis trouvée un peu niaiseuse, surtout que j'ai eu des expériences personnelles, là, avec la chimiothérapie, puis des cancers. Ben, ouais. J'en ai peut-être un que, moi, c'est pas, je dirais pas que c'est nécessairement un mauvais coup, mais tu sais, avec mon patient qui avait plus de préhension, donc qui était plus capable de prendre des objets, j'oubliais tout le temps. Fait que, tu sais, tu me disais, tu peux-tu me passer ça, s'il te plaît? Fait que je disais, tiens. Oh non! Tu sais, je demandais, puis j'attendais qu'il le prenne. T'es comme, Marion, je peux pas, là. C'est vrai, excuse-moi. Puis ça arrivait comme 4-5 fois. Au moins, il prenait pas personnel. Tu sais, lui, il était flatté que j'oublie cet aspect-là parce que je voyais plus la personne que ça. Mais tu sais, des fois, je me disais comme, come on. Ça fait 8 semaines que tu le vois tous les jours, puis tu fais encore la même erreur. De mon côté, je voyais un patient dans sa chambre d'hôpital. Puis, donc c'est un patient qui pouvait pas se déplacer facilement. Et donc, il utilisait un urinal, c'est-à-dire qu'il urinait dans une bouteille qu'il garde près de son lit, accessible. Et je devais faire de la place autour de son lit pour qu'on pratique se lever debout du lit. Oh fait non.
C'est pas aussi pire que vous pensez, faites-vous en pas. Mais donc, je déplace les choses devant, puis je veux dire aux patients, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'ils sachent où est-ce que je suis en train de mettre ces choses. Je dis, je vais mettre votre bouteille à côté du lit. Mais c'était l'urinal, mais je savais pas c'était quoi un urinal. J'avais entendu ce mot-là, j'avais aucune idée c'était quoi. Même chose, des fois, j'entendais des mots chaise d'aisance. Qu'est-ce que Mais c'est tu sais pas, tu connais le mot, mais tu sais pas nécessairement ça ressemble à quoi C'est ça. physiquement, là. Fait que là, je sais à peu près c'est quoi un urinal. Mais tu viens tellement de me faire penser à une anecdote, là, en CLSC. Tu sais, comme j'ai expliqué un petit peu, là, rapidement tantôt, parfois, il y a des milieux qui sont un petit peu plus démunis. Alors, moi, j'avais un patient, là, il y avait plus ou moins de moyens. C'est un retour à domicile, là, suite à une hospitalisation. Monsieur avait une sonde urinaire, puis il devait, en fond, faire la vidange, vider là, son sac lorsqu'il était plein. Mais monsieur était alité parce que il se déplaçait en fauteuil roulant dans sa maison, et sur les fauteuils roulants, il y a des antibasculants à l'arrière. Fait que c'est pour éviter que c'est un trop gros coup que tu tombes sur le dos avec le fauteuil roulant. Mais c'est un monsieur qui était un peu téméraire. Alors parfois quand il y a comme des petits seuils là entre différentes pièces, puis lui il s'est dit je vais passer par-dessus le seuil. Alors il y avait un gros coup, les antibasculants étaient quand même assez bas, alors ça l'a projeté vers l'avant et il y a eu une fracture du genou avec ça. Donc le monsieur était alité avec un Zimmer, c'est comme un peu comme un plâtre là qui est flexible là, c'est comme avec des velcro là pour immobiliser la jambe, et le monsieur il devait faire ses soins d'hygiène là, de stomie et de son urinaire, et c'était, je vais pas aller dans les préjugés, mais c'est quand même des gens avec un petit peu moins d'éducation pour lesquels parfois il y a une réflexion moins poussée sur les enjeux des actions que tu poses. Alors monsieur il transvidait dans le fond son urine dans des grosses canettes de coke, puis il les accumulait dans des un peu des boîtes pour couches. Et puis, on est allé plusieurs fois pour changer son lit. Il y avait un lit d'hôpital. Puis on était toujours un petit toc. Puis ça l'énervait. Puis on revenait 2 fois par semaine pendant 6-7 semaines avec plusieurs mécaniciens du lit pour, au final, la dernière journée de mon stage, je m'en vais voir le patient et il nous dit « Les filles, j'ai trouvé c'était quoi? C'était une boîte, sa bouteille de coke, de ses soins de stomie et d'urine qu'il avait écrasé entre le matelas et le lit, c'est ça qui faisait le bruit. Ah non. Donc moi, pendant 6 semaines, je m'étais transformée en mécanicienne et j'essayais de trouver pour pas le toc, là. pour au final que ce soit vraiment le patient par son organisation puis la manière de réaliser ses soins, que ça a un impact sur le lit. Qu'il y avait une bouteille de marde en dessous du matelas. Ouais. Pendant 6 semaines. Mais elle était un peu vidée, tu sais, elle était pas pleine. Ah, mais il y avait quand même du contenu dedans. Mais, Oh là là. puis c'est vraiment, tu sais, de voir que, tu sais, des fois, on déplaçait les boîtes, puis ma superviseure, elle me disait, tu sais, je suis pas trop sûre du contenu des boîtes. Puis là, je pense à ma collègue Justine, là, qui est dans ProErgo, elle a fait le stage avec moi à CLSC, et c'est vraiment de nous dire, hey, attention quand vous déplacez les boîtes, c'est parfois c'est des milieux insalubres que tu t'en vas là en CLSC, pas tout le monde qui a tous les moyens financiers d'avoir des beaux appartements puis d'entretenir. Fait qu'il t'a dit, faites attention, mettez des gants, puis de réaliser à la fin du stage que dans le fond, c'est les bouteilles pleines d'urine, puis c'est son seul moyen de réaliser ça, là, au final, il se débrouillait avec les moyens du bord, mais c'est de faire face à cette situation, là, de réagir de manière professionnelle aussi, que ton non-verbal le démontre pas. En même temps, c'est très drôle, mais en même temps, pauvre patient. Ouais, c'est comme drôle, mais pas drôle, parce qu'au final, lui, c'est sa réalité, là. Mais c'est ça, puis c'est pas voulu, puis c'est plein d'enjeux un peu, là, qui se... Mais c'est ça, l'anecdote en soi est peut-être assez comique, mais comme tu dis, c'est sa réalité. Puis tu sais, aussi, tu sais, il a jamais mentionné, tu sais, peut-être pour lui, tu sais, c'était la meilleure des solutions. Puis c'est pour ça qu'il l'a peut-être pas mentionné, tu sais, si pour lui c'était vraiment une problématique de vider l'urine et tout, ben, il vous a dit, vu que je suis alitée, est-ce que vous pouvez trouver des moyens? Mais tu sais, peut-être pour lui, ça, c'était un bon moyen, puis qu'il laissait ça comme ça. Ça convenait à sa femme aussi. Fait, rendu là, tu sais, moi, en tant qu'ergothérapeute, je suis qui pour leur dire, ben,
ça fonctionne pas, c'est pas correct ce que vous faites, au final, je peux faire des recommandations pour lui dire j'ai peur que ça renverse, des risques de chute si le liquide, ou vous pensez demander à votre femme d'aller vider la toilette à chaque fois, mais peut-être que la femme elle est pas à l'aise de faire ça, fait c'est sûr que c'est une des limites en ergothérapie, je recommande, c'est son choix, je le respecte, mais après ça c'était moi je suis confrontée à cette situation là. Je pense pas que j'étais prête en tant qu'étudiante en 2e année de faire face à ça. Une chance que j'étais bien accompagnée, puis tu sais, d'en parler avec ma petite superviseure après, là. On en a ri par la suite. J'ai toujours une pensée pour ce patient-là dans le fond de ma tête. Oui, ça a été une discussion super riche. On va clore maintenant, sauf si vous avez quelque chose d'autre que vous voulez rajouter avant qu'on mette fin à l'épisode. Je pense que c'est tout. Ouais, je pense qu'on espère qu'on a été capable de vraiment bien expliquer ce qu'on fait dans le programme d'ergo, un peu vous expliquer aussi c'est quoi. C'est quoi notre vie quotidienne un peu, là, veux pas savoir c'est quoi l'ergo, mais c'est quoi la vie d'un étudiant en ergo, là, aussi. Donc, on espère juste qu'on a été assez clair puis qu'on a quand même pu vous faire rire avec certaines anecdotes. On pourrait en parler pendant tellement longtemps. Je pense de l'ergothérapie, autant que nous, on est passionnés, que c'est tellement complexe puis on peut tellement agir dans différents domaines que moi, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je pense que après ça, si vous êtes intéressé, c'est à vous de venir le découvrir avec nous à l'université, puis on va aussi vous accompagner là-dedans, là, pour des questions, venez nous voir. Hein. Oui, puis même pour ceux, par exemple, qui s'intéressent beaucoup à l'ergo, mais qui n'ont pas envie d'étudier là-dedans, qui juste s'intéressent, on va essayer dans ce podcast-là, avec différents épisodes, vous expliquer un peu ce que fait l'ergo dans différents domaines de manière plus précise. Là, c'est sûr, c'était beaucoup plus au niveau étudiant, mais on va essayer d'arriver avec plusieurs domaines qui pourront sûrement intéresser la majorité des gens. Tout à fait. Merci beaucoup les filles pour votre participation. J'ai vraiment eu du fun ce soir. Merci pour l'animation. Merci à toi, ouais. Avec plaisir. Alright, fait que on va clore là-dessus.